Jean-Jacques Velasco, bonsoir. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Pièces à conviction. On vient de le voir dans le reportage. Pendant 27 ans, entre 1977 et 2004, vous avez expertisé les phénomènes aérospatiaux non identifiés au sein du CNES. Les deux cas qui vous ont convaincu, a priori, de l'existence d'OVNI semblent peu crédibles quand on y regarde de plus près dans ce reportage. Tout d'abord, je voudrais que, quand même, nous mettions un petit peu de raison dans tout ça, à savoir de bien distinguer ce qui est du domaine, en fait, des phénomènes aérospatiaux non identifiés de ce qui pourrait être un OVNI, au niveau des définitions. Dans la mesure où, effectivement, pendant ces 27 années, la mission qui était impartie au CNES était celle d'expertiser des informations relatives à des phénomènes qui étaient rapportés par des témoins et qui, au niveau de leurs témoignages, étaient expertisés par cet organisme. En ce qui concerne la notion d'OVNI, c'est quelque chose de très spécifique et de très particulier, puisque il faut qu'il y ait, pour obtenir une réponse matérielle, des preuves qui soient apportées par une mesure instrumentale. Et cette mesure instrumentale, elle ne peut l'être qu'à partir du moment où nous pouvons associer un témoignage à des mesures, soit radar, soit des mesures qui sont effectuées sur les terrains. C'est plutôt le cas dans les deux cas qu'on a étudiés. Moi, il y a des choses qui me troublent très franchement. Quand on dit que il y avait des traces de pneus d'un côté, vous vous dites traces d'un objet volant ayant atterri, ou alors de ce que vous appelez un phénomène aérospatial. Manifestement, le monsieur qui a vu lui-même cet objet bizarre nous dit qu'il y avait des camions et des voitures qui passaient sur ce chemin régulièrement. Alors, le monsieur, et lui, c'est le témoin numéro 1. Absolument. Mais le monsieur qui observe le phénomène est un témoin tout à fait crédible et intéressant. Simplement, le rapport de gendarmerie fait état de son côté d'un certain nombre de faits constatés. Ensuite, nous intervenons pour notre part et nous faisons une analyse très précise à la fois du déroulement du scénario de cette affaire, mais par ailleurs, nous avons des laboratoires qui vont être en charge d'effectuer des mesures à la fois sur le sol et sur la végétation pour vérifier. Mais on l'a vu avec beaucoup de retard quand même. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées sur le terrain entre ce phénomène bizarre et puis le moment où il y a eu des prélèvements. Vous savez, le grand mérite, je crois, de cette affaire, c'est qu'elle existe et qu'elle a été enquêtée avec les meilleurs moyens dont nous disposions à l'époque pour pouvoir le faire. Il est extrêmement rare, dans des cas comme celui-là, de pouvoir à la fois disposer d'informations en relation avec une observation qui est crédible, fait par un témoin qui apporte des éléments pour en fait expliquer ce qu'il a observé, mais également d'avoir des éléments sur le terrain qui nous permettent de vérifier s'il y a une correspondance entre ce qui a été observé et ce qui on est d'accord là-dessus, je vous entends très bien, ça c'est une démarche scientifique, on la salue, bien sûr, c'est très intéressant. Ce qui m'étonne, c'est que vous avez l'air de ne pas prendre en compte les témoignages qui ne vont pas dans votre sens, qui sont dans ce reportage, du monsieur par exemple qui a observé ce phénomène et qui dit lui-même les traces, franchement, ça peut être des traces de pneus parce que moi, dans mon terrain, sur lequel j'ai observé ce phénomène, il y avait des voitures, des camions qui passaient régulièrement. Il n'a jamais dit ça. Et il nous l'a dit à nous. Non, attendez. Moi, je parle du rapport de gendarmerie en 1981. Oui. Nous sommes en 2007. Oui. Donc, il s'est passé 26 ans. Donc, vous remettez en cause son témoignage? Non, absolument pas. La façon dont nous intervenons à l'époque, c'est en fonction des éléments testimoniaux recueillis sur le terrain, en fonction des éléments qui sont donnés par la brigade de gendarmerie. Et nous confrontons toutes ces données. Le témoin à l'époque n'a jamais dit qu'il y avait des voitures qui venaient sur cet endroit. Et d'ailleurs, peut-être qu'on ne lui a pas demandé. Nous les aurions. Ah si, je pense qu'un certain nombre de personnes lui ont demandé. Mais le problème n'est pas là. Vous savez, dans le rapport de gendarmerie, il me semble qu'on parle de ripage de pneumatiques quand même. C'est ça qui est écrit. Oui, mais un gendarme peut écrire ce qu'il veut. Quand vous avez fait une analyse précise de la trace, vous vous apercevez que, au niveau macroscopique sur le sol, il n'y a pas de traces de ripage. Vous avez en particulier des sillons qui sont extrêmement fins et qui apparaissent un petit peu comme un matrissage d'une empreinte, comme une pièce par exemple qui aurait été préformée sur entre deux morts. Voilà les traces. Vous n'avez pas de traces de. C'est la gendarmerie qui indique ça. On comprend que vous restez sur vos positions quoi qu'il arrive. Moi j'aimerais qu'on parle maintenant de l'avion. Ce qui vous avait beaucoup troublé, c'est l'écho-radar que vous avez découvert et dont vous dites vous-même. Voilà, ça c'est une trace puisqu'on a un écho-radar.
radar. Il se trouve que, à y regarder de plus près, on se rend compte que cet éco-radar est décalé de 40 km, c'est pas rien quand même. Attendez, mais les données radars sont objectives. Ils ne sont pas décorrélés de l'observation. Entre le moment où l'équipage observe le phénomène pour la première fois et le moment où il va disparaître des écrans radars, nous avons à peu près 2 minutes. Mais entre le moment où le radar acquiert de façon tout à fait formelle le signal et le moment où il disparaît, il y a 55 secondes. Ça ne veut pas dire autre chose que le radar, à un moment donné, a détecté quelque chose qui n'avait pas été au préalable, autrement que perçu visuellement par l'équipage. Alors, quand on voit que le pilote lui-même doute, vous, scientifique, ça vous fait pas douter ? Mais attendez, on est dans un domaine pour lequel il peut y avoir des tas d'influences qui peuvent intervenir. Vous pouvez très bien envisager que le phénomène, mais par exemple, le phénomène peut très bien émettre un signal, un contre-signal de contre-mesure, par exemple. Carrément. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est ce qu'on est capable de faire dans le domaine de la furtivité radar tous les jours. Oui, mais alors qu'est-ce qui vous dit que c'est pas un avion furtif, justement ? Alors, ce qui nous dit que ce n'est pas un avion furtif, c'est plusieurs éléments. C'est en particulier le fait que simultanément vous avez l'observation par plusieurs personnes à l'intérieur de la cabine. Et c'est très intéressant l'analyse du témoignage du pilote et du copilote, parce que indépendamment l'un de l'autre, à des mois de différence, ils ont témoigné, ils ont fait donc un rapport à la gendarmerie de l'air. Et on s'aperçoit qu'en superposant les deux témoignages, alors qu'ils ne se sont pas du tout concertés, on tombe exactement sur la même description, sur les mêmes scénarios descriptifs. Ensuite, vous avez des éléments objectifs qui sont ceux recueillis par l'armée de l'air. Sauf que vous avez vu, on est allé à Taverny, d'ailleurs on remercie les militaires de nous avoir ouvert leurs portes, parce que c'est vraiment pas si courant que ça. Absolument. Et quand ils font, eux, la comparaison entre le phénomène observé, encore une fois, je me répète, et la trace radar, ils sont formels là-dessus. Ils disent non, c'est pas du tout la même chose, ça peut pas être la même chose. Il y a trop de distance. Là, on est en train de dire qu'après tout, il pourrait y avoir une confusion par rapport à quelque chose qui n'aurait pas été en concordance avec les observations. Dans cette enquête, je précise que notre rôle a été simplement de rapporter des faits, de les mettre en concordance, et notre conclusion s'est arrêtée là. J'ai entendu dire des choses du genre oui, c'est un ovni. Et il n'a jamais été question, en ce qui concerne les conclusions qui ont été apportées dans ces affaires, de dire que c'était des ovnis. C'est quoi alors ? Eh bien, nous ne le savons pas. Ce sont effectivement des objets matériels qui apparaissent et qui dérogent aux caractéristiques habituelles que nous avons d'observer des événements dans notre atmosphère. Est-ce que c'est pas ça la définition d'un objet volant non identifié ? Alors, à partir du moment où effectivement vous avez une matérialité qui est avérée par des mesures radar, c'est matériel, ou comme vous avez par exemple des traces au sol qui sont constatées après que des témoins aient observé cet objet venant du... nous sommes effectivement dans le cadre de la définition. C'est matériel, ça vole, et c'est non identifié, c'est donc un objet volant non identifié. Absolument. Alors, on va sortir de ces deux cas précis. Je vais vous poser des questions toutes simples. Est-ce que vous pensez que des ovnis, des objets volants non identifiés, ont traversé le ciel français ? Alors oui. Je pense qu'effectivement, des ovnis ont traversé le ciel français, mais au même titre qu'ils l'ont fait dans d'autres pays. Souvent ? Alors souvent, à mon avis, très peu souvent. Puisque je ne retiens personnellement qu'un seul cas d'OVNI, celui effectivement du vol à F-35 de 1994. Mais en revanche, lorsque vous ne prenez que sur les 1700 cas d'observation de pilotes qui ont observé à travers le monde depuis 1942 des phénomènes étranges dans le ciel. On va en recevoir un dans quelques minutes. Oui, bien sûr, mais que vous ne sélectionnez que les cas pour lesquels il y a des données radars qui donc confirment les observations. Et que vous prenez ces informations, vous vous apercevez que sur ces 170 cas, vous avez des performances aéronautiques qui ne correspondent en rien aux performances des meilleurs avions qui pouvaient à l'époque exister, voire même actuellement. Donc en gros, ces objets vont tellement vite ou sont tellement étonnants dans leur performance que ça ne peut pas être des avions. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais absolument. Et ceci est confirmé au travers de documents officiels. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc vous êtes en train de me dire que vous pensez que des objets volants non identifiés ont bien traversé le ciel français et ailleurs d'ailleurs. Est-ce que vous croyez à une vie extraterrestre et au fait que des extraterrestres aient pu venir sur Terre? Alors c'est un problème.
Bien sûr, c'est pour ça que je vous pose une autre question. Mais d'abord, encore une fois, je ne me place pas sur le terrain de la croyance, je me place sur le terrain de la connaissance scientifique. Est-ce que vous pensez? Alors, je pense qu'effectivement, il y a sans aucun doute dans l'univers d'autres civilisations qui existent. Vous n'avez qu'à prendre les éléments contenus dans la fameuse formule de Drake pour bien comprendre que sur les 250 milliards de soleils qui existent dans notre galaxie, cette équation de probabilité nous donnerait actuellement entre la nôtre, civilisation qui existe, et quelques millions, rien que dans notre galaxie. Alors, comme nous ne savons pas le nombre de galaxies qui existent dans l'univers, vous pouvez bien vous imaginer qu'en fonction de la loi des grands nombres, il y a actuellement plusieurs millions, voire peut-être plusieurs dizaines de millions de civilisations qui existent dans l'univers. Alors, vous pensez donc que, on va dire, des êtres venus d'une autre civilisation de la galaxie sont venus à un moment sur Terre? Je ne sais pas si ce sont des êtres, mais en tous les cas, les éléments contenus dans les dossiers qui concernent ces fameux ovnis qui ont survolé en particulier les zones stratégiques nucléaires aux États-Unis, à l'évidence nous montrent qu'il y a des éléments tout à fait crédibles qui nous incitent à penser que nous sommes en présence de quelque chose qui n'est pas de nature terrestre. Jean-Jacques Velasco, merci d'être venu sur le plateau de Pièces à conviction. Les ovnis, sujet tabou en France, ce qui est sûr, c'est que ce sont souvent les pilotes qui observent ces phénomènes au plus près. Normal, me direz-vous, ce sont les mieux placés, ils évoluent en plein ciel. Nous allons maintenant recevoir sur le plateau Jacques Crine, ancien pilote de chasse.